Le chapitre 1154 de One Piece s'ouvre avec la 38e couverture de l'aventure de Yamato, intitulée Partir visiter la tombe du héros. Dans la brume matinale qui enveloppe le pays de Wano, Yamato marche en compagnie de Ocho et Kikonojo. Avec Ulti et Pekan, ils atteignent une colline silencieuse encore jamais montrée auparavant, le lieu de repos de Shimotsuki Ushimaru, l'ancien daimyo légendaire de Ringo. L'ambiance est paisible, et seul le vent semble murmurer doucement, comme pour rendre hommage au héros qui osa un jour défier Kaido à Onigashima. L'histoire plonge ensuite dans le passé, révélant un chapitre sombre d'il y a 63 ans. Un flashback nous montre l'enfance chaotique de Big Mom. Avec une force incontrôlable, elle détruisit le village d'Elbaf, le réduisant en poussière. Au cœur de cette fureur, Jorul, le doyen d'Elbaf, trouva la mort de sa main. Peu après, le royaume fut frappé par une terrible catastrophe, une tempête de neige déchaînée. Les champs furent gelés, les récoltes anéanties, et la famine se répandit comme une malédiction. Dans ce silence glacé, le jeune prince Loki grimpa l'imposant arbre d'Adam, espérant trouver la lumière dans le monde d'en haut. Il voulait revoir sa mère, la reine Estrie, emplie du désir d'un fils blessé. Mais ce qu'il trouva à la place, c'était un regard de haine. Froidement, Estrie rejeta Loki. Elle accusa son propre fils d'être une malédiction pour leur nation et ordonna qu'il soit écarté. Le monde de Loki s'effondra. Rien n'est plus douloureux que d'être rejeté par sa propre mère et par son destin. La famine ne ravagea pas seulement la terre d'Elbaf, mais aussi le cœur de son peuple. La colère et le désespoir nourrirent les accusations injustes. Ajrudin, encore jeune, fut accusé à tort d'être responsable du malheur à cause de ses liens de sang avec Loki. Au milieu de la foule en furie, sa mère, Ida, se dressa pour le protéger. Son corps tremblait, mais son amour ne vacilla pas. Alors que tout semblait perdu, le roi Harald apparut tel un tonnerre tombé du ciel. Par sa force et son charisme, il stoppa les assaillants et sauva son peuple d'un effondrement moral encore plus profond. Au milieu d'un champ recouvert de neige, Harald se tint droit et déclara haut et fort : « Notre peuple ne périra pas à cause de l'hiver, mais à cause de cœurs gelés par la haine. J'ai demandé de l'aide au monde et ils ont répondu. » Peu après, des navires diplomatiques venus de divers pays accostèrent, apportant suffisamment de nourriture pour redonner vie à Elbaf. Ces provisions ne sauvèrent pas seulement des vies, elles réunirent aussi l'amitié brisée entre humains et géants. La scène se déplace ensuite vers un cimetière silencieux, où le vent d'automne souffle doucement, emportant avec lui les feuilles tombées. C'est là que le corps de la reine Estrie est allongé pour son dernier repos. Elle est décédée avant même que son mari, le roi Harald, ne puisse revenir à Elbaf. Dans un silence pesant, Harald se tient devant la tombe de sa bien-aimée. Ses yeux sont rouges et des larmes glissent lentement sur le visage de ce roi autrefois inébranlable. Aucun discours n'est prononcé, seulement une plainte silencieuse, pleine de regrets. On nous explique que, pour préserver l'ordre et la santé mentale du peuple d'Elbaf, les anciens ont demandé à Loki de cacher ses yeux, des yeux qui rappelaient trop la tragédie passée, une malédiction que beaucoup croyaient encore irréversible. Mais Harald ne se laisse pas consumer par le chagrin. Il se relève et commence à reconstruire Elbaf non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Il dirige la reconstruction des infrastructures, reliant les villages longtemps isolés. Des ponts, des routes pavées, des tours de guet sont érigés à travers tout le territoire, unissant les géants dans un nouvel élan d'espoir. Pendant ce temps, Ida, la mère de Ajrudin, choisit de quitter Elbaf de son propre gré. Elle part vivre dans le monde souterrain, un endroit plus calme, loin de la pression sociale. Là-bas, elle ouvre un petit bar, un refuge discret. C'est dans ce lieu que Colon et Sanx viendront un jour faire halte. L'histoire saute ensuite 56 ans en arrière, dans une modeste maison en bois appartenant à Jarul, l'un des anciens d'Elbaf encore en vie. Là, Harald et Jarul s'assoient côte à côte, discutant d'un sujet bien plus vaste qu'eux, le conflit entre les géants et le gouvernement mondial. Jarul demande d'un ton grave : « Que s'est-il réellement passé à la rêverie ?» Harald répond d'une voix basse : « Je me suis infiltré en me faisant passer pour un simple soldat, mais toutes nos demandes ont été ignorées. Ils n'ont même pas daigné croiser mon regard. » Puis Jarul prononce un nom qui fait hésiter Harald. « Et Galera ?» Harald répond, incertain. Ce soldat au marteau géant, je pensais que ce n'était qu'un conte qu'on racontait aux enfants. Mais le regard de Jarul est sérieux. Il révèle une vérité troublante. Le groupe Galera a bel et bien existé. Ces légendaires constructeurs de navires géants, bâtisseurs de vaisseaux antiques, ont été capturés par le gouvernement mondial, y compris plusieurs géants anciens. Pire encore, 100 géants du clan Galera ont été congelés vivants par un pouvoir mystérieux. Jarul est convaincu que le groupe Galera est le seul capable de réparer l'arche légendaire Noah, car seules des mains aussi gigantesques peuvent manipuler un tel navire. Et si cela est vrai, alors le gouvernement mondial aurait délibérément éradiqué ce clan,
par pure prévention. Ils ont peur du retour d'une ère ancienne, peur de ceux qui pourraient faire renaître le navire porteur d'espoir et de destruction. Ils suspectent que Nujuro, l'un des 5 doyens, Gorosei, est le responsable de cette congélation. Tout comme il a gelé les pacifistas à Eged, il aurait pu, bien avant cela, plonger les géants de Galera dans un sommeil glacé longtemps avant que le monde n'ait même conscience de leur existence. La scène montre ensuite Loki, encore enfant, traversant une enfance remplie de souffrances. Il n'est pas élevé par son père, mais par le frère cadet de la reine Estrie, un homme sans nom, mais d'une cruauté inouïe. Cet oncle traite Loki comme un fardeau familial, lui infligeant des abus physiques et mentaux. Les blessures ne marquent pas seulement sa peau, mais déchirent aussi son âme. Par une nuit glaciale, rythmée par des cris étouffés, une créature venue du monde souterrain apparaît et tue l'oncle sans la moindre pitié. Le sang inonde le sol, mais personne ne pleure sa mort. C'est à partir de ce jour-là que le cœur de Loki commence à se fissurer. Sa rancune, sa douleur intérieure, pourrissent lentement, jusqu'à exploser. Le jeune Loki, devenu un adolescent doté d'une force incroyable et aux yeux scellés, mène alors des bêtes féroces du monde souterrain vers la surface. Il traverse les villages d'Elbaf, un à un, semant la destruction et le chaos. Les plus puissants des géants tombent, y compris le jeune Ajrudin, incapable d'imaginer qu'un tel pouvoir puisse résider dans l'héritier rejeté de leur royaume. Et pourtant, au milieu des ruines, Loki ne rit pas. Il se tient seul dans un village en feu, entouré de corps sans vie et de décombres, les larmes coulant en silence. Il comprend alors que ce qu'il désirait n'était pas le pouvoir, mais l'attention. Mais tout ce qu'il a récolté, c'est encore plus de haine. Écrasé par la culpabilité et le désespoir, Loki saute du monde supérieur vers le monde souterrain, traversant ténèbres et abîmes sans fond. Alors que son corps chute de milliers de mètres, il ôte le bandeau de ses yeux et murmure en pleurant « Je ne peux même pas mourir ». Sa force physique hors norme héritée d'une race ancienne de géants l'a maintenu en vie. Puis la terre tremble, une montagne se fissure. Une voix grave, terrifiante, résonne à travers la brume et les gravats. « Toi, tu viens d'Elbaf, n'est-ce pas ?» De l'ombre émergeant 4 silhouettes, enveloppées d'une aura sombre et suffocante, Shiki, le lion d'or, rit froidement en voyant ce jeune géant à l'apparence démoniaque. Edward Weevil l'observe avec une curiosité animale. Buckingham Stussy sourit, comme si tout cela avait été prédit. Et au centre se tient Roxday Xebec. Ce nom, longtemps murmuré dans les cauchemars et les récits du passé, se dresse à présent devant Loki. Son visage, marqué de cicatrices ou tatouages sur le côté gauche, rappelle celui de Teach avec ses cheveux en pique noir et blanc, des boucles d'oreilles et un regard acéré. Son corps est grand, mince mais puissant. Pas une bête sauvage, mais un chef redoutable. Xebec fixe Loki avec des yeux perçants, puis demande « Elbaf, ce royaume existe encore ?» Shiki écarquille les yeux en voyant les pupilles de Loki. Weevil marmonne, il est immense. Xebec esquisse un sourire en coin. Harald est toujours là, pas vrai? Le narrateur révèle alors que le roi Harald a rencontré Roxday. Xebec il y a 8 ans, lors d'une réunion secrète à la rêverie, juste après que Xebec ait tué un amiral de la marine, devenant ainsi l'un des criminels les plus recherchés au monde. Harald avait perçu le danger que représentait Xebec, mais rien ni personne ne pouvait l'arrêter. D'un pas lourd mais déterminé, le regard perçant et chargé d'ambition, Roxday Xebec est enfin présenté dans toute sa grandeur non plus comme une légende oubliée enfouie dans les livres d'histoire, mais comme une réalité vivante, prête à agir. Il est le capitaine de l'équipage des Rox, l'instigateur des plus grands chaos du passé. Et désormais, la vérité éclate. Il est le père biologique de Marshall Day. Teach, plus connu dans le monde sous le nom de Barbe Noire, Kuroige, l'un des Yonko les plus brutaux de notre ère. Le narrateur révèle que la prime de Xebec dépassait même celle de Goldie Roger, le roi des pirates. Non seulement parce qu'il convoitait le One Piece, mais parce qu'il avait tué un amiral de la marine et surtout parce qu'il avait su rassembler autour de lui les monstres les plus redoutables de son époque. Shiki, Barbe Blanche, Big Mom et Kaido, tous ont un jour combattu sous sa bannière. Pendant ce temps, une question brûle les lèvres des fans de One Piece. Quel amiral a été tué par Xebec? Et surtout, y a-t-il un lien avec Akainu? Des questions qui restent sans réponse, laissant place aux théories les plus folles. Mais une chose est sûre, le lien entre Xebec et Teach dépasse le simple sang. C'est un héritage d'ambition. Tous deux rêvent du même trône, devenir roi du monde. Tous deux ont vaincu les titans de ce monde. Xebec a abattu un amiral. Teach a tué Barbe Blanche. Un destin ironique, car Barbe Blanche, autrefois sous les ordres de Xebec, est devenu plus tard le père d'As et de Teach, 2 fils qui finiront par s'opposer, porteurs d'une volonté qu'ils n'ont pas choisie, mais qu'ils incarnent.
Ce chapitre semble ouvrir un nouveau cycle historique. Joy Boy s'est jadis dressé face à Im-sama. Goldie, Roger a défié Roxday, Zebek. Et aujourd'hui, Monkey D. Luffy s'apprête à affronter Marshall D. Teach. Ce n'est plus seulement un combat de génération. C'est une bataille des volontés transmises à travers les âges. Chaque époque a eu son Joy Boy. Chaque époque a aussi porté son ambition obscure. Et si l'île d'Elbaf, terre des géants et berceau de mythes anciens, devenait le théâtre final de cette épopée titanesque? Le monde est en pleine mutation. L'héritage a été transmis. Et la guerre pour le véritable destin ne fait que commencer.